Donc, nous avions commencé l'introduction, je la reprends. La culture permet donc aux êtres humains de se distinguer. Non, non. La culture permet donc aux êtres humains de se distinguer, mais c'est également un facteur de conformité sociale. C'est également un facteur de conformité sociale. Distinguer, c'est en effet identifier un élément au sein d'un groupe. C'est en effet identifier un élément au sein d'un groupe. En opérant l'abstraction de ses propriétés singulières. En opérant l'abstraction de ses propriétés singulières. De ses propriétés singulières. Mais cette identité se construit aussi, par la mise en valeur de ces différences. Cette identité se construit aussi par la mise en valeur de ces différences. La distinction se fait donc sur le fond La distinction se fait donc sur le fond non pas de simples différences, mais d'une différenciation active. D'une différenciation active. D'une opposition. Voire d'une hiérarchisation. Voire d'une hiérarchisation. D'un côté, oui, d'un côté, virgule, en s'opposant à son milieu naturel, d'un côté, en s'opposant à son milieu naturel,
L'être humain s'est différencié des autres animaux. D'un côté, en s'opposant à son milieu naturel, l'être humain s'est différencié des autres animaux. Des autres animaux. On était. On va parler de Darwin. Non seulement l'éducation, non seulement l'éducation permet à l'être humain de mettre à distance son animalité. Non seulement l'éducation permet à l'être humain de mettre à distance son animalité. Son animalité. Mais la culture définit, pour ainsi dire, la nature humaine. Mais la culture définit, pour ainsi dire, la nature humaine. L'homme est un animal culturel. L'homme est un animal culturel. Oui, l'homme est un animal culturel. Or, il n'est pas certain Or, il n'est pas certain que nous puissions penser la différence entre l'homme et l'animal de manière neutre. L'homme est peut-être plus qu'un simple animal. D'un autre côté, d'un autre côté, la pluralité des cultures est un fait incontestable. Oui, parce qu'elle est porteuse de normes, de croyances, parce qu'elle est porteuse de normes, de croyances, d'une histoire qui lui sont propres, qui lui sont propres, de normes, de croyances, d'une histoire qui lui sont propres,
de normes, de valeurs d'une histoire qui lui sont propres. Proposition relative. Ça fait beaucoup les choses. Chaque culture fait vivre son identité. Chaque culture fait vivre son identité. Ouais, on est sur la fin. Encore une phrase. Fait vivre son identité en se différenciant des autres. Et chaque individu tente de s'approprier ce passé collectif. Et chaque individu tente de s'approprier ce passé collectif. Nous rencontrons donc un problème. Ce qui fonde notre commune humanité, ce qui fonde notre commune humanité est aussi ce qui semble la diviser. Notre commune humanité est aussi ce qui semble la diviser. Voilà. Oh, c'est une grosse intro, ça. Alors, on commence la première partie du cours. Si Word ne me plante pas. Word me plante. Non. Alors, c'est pas ça. Est-ce que je pourrais avoir votre corpus romain, s'il vous plaît? Merci. Je vous le rends tout de suite. Merci. Alors, grand 1, la culture est-elle le propre de l'homme? La culture est-elle le propre de l'homme? Grand 1, la culture est-elle le propre de l'homme? Non, c'est le grand 1. Le problème, c'est ce qui réunit la nature, enfin ce qui fonde notre commune humanité, à savoir la culture, est aussi ce qui semble diviser l'humanité. Pardon? Non, un problème, c'est pas une question. Grand 1, la culture est-elle le propre de l'homme? Et grand A, la culture modifie-t-elle la nature humaine? La culture modifie-t-elle la nature humaine? Mmh. Grand A, la culture modifie-t-elle la nature humaine? Normalement, si vous avez le corpus, tout est inscrit. Oui, mais c'est encore une fois, c'est sur votre corpus. Grand 1, la culture est-elle le propre de l'homme? Grand A,
la culture modifie-t-elle la nature humaine? Alors, à quoi correspond l'idée de nature humaine? À quoi correspond globalement l'idée de nature? La nature correspond à deux concepts, ou en tout cas, on peut distinguer dans le concept de nature deux dimensions. Premièrement, la nature renvoie à l'origine. Natura, natura, en latin, c'est un dérivé du verbe nascor qui signifie naître. Donc la nature renvoie à l'origine, la nature renvoie à la naissance. Et donc on peut concevoir que le problème de la nature humaine est celui de l'origine, du commencement de l'espèce humaine. La question de la genèse. La question de l'origine, la question du commencement de l'espèce humaine. Autrement dit, la question de la genèse. La genèse, ça veut dire, la génésis, c'est exactement la même chose que la natura en grec. Ça veut dire la naissance. Le livre de la Genèse dans la Bible, c'est littéralement ça. Il faut apprendre à prendre des notes. Il faut m'écouter et ensuite noter. Ok? Jonathan, il faut m'écouter et ensuite noter. Deuxième conception reliée à l'idée de nature. La nature renvoie à l'idée de loi éternelle, universelle et inflexible. La nature, c'est l'ensemble des lois qui ne peuvent pas être modifiées, qui sont universelles, qui sont éternelles. Et donc, il s'agit, quand on parle de nature humaine, de se demander ce qui ne change pas chez l'homme, ce qui est stable chez l'homme, autrement dit, ce qui est essentiel chez l'être humain. Alors, ce problème de la nature humaine va être posé par Rousseau dans la préface de ce que l'on appelle dans le monde de la philosophie le second discours. Le premier discours de Rousseau, c'est le discours sur la science et les arts. Le second discours, c'est le discours sur l'origine et les fondements de l'inégalité parmi les hommes, qui a été publié en 1755. Et dans la préface, Rousseau va écrire un texte qui va servir en fait de manifeste un siècle plus tard, deux siècles plus tard, pardon, à l'anthropologie. C'est un texte qui va être fondateur pour l'anthropologie, parce que, d'une certaine manière, il en invente la méthode. Anthropologie, c'est ANTH. Anthropos, ça veut dire être humain en grec, et logie, ça veut dire le discours ou la science de. C'est la science de l'homme.
Alors, je lis le texte et je le commente. Je le lis en entier d'abord. La plus utile et la moins avancée de toutes les connaissances humaines me paraît être celle de l'homme, et j'ose dire que la seule inscription du temple de Delphes, l'inscription du temple de Delphes dont il est question, c'est connais-toi toi-même, Gnotis Euton, contenait un précepte plus important et plus difficile que tous les gros livres des moralistes. Aussi, je regarde le sujet de ce discours comme une des questions les plus intéressantes que la philosophie puisse proposer, et malheureusement pour nous comme une des plus épineuses que les philosophes puissent résoudre. Quelle était la question que posait, je crois que c'était l'Académie de Dijon, il faudrait que je vérifie, quelle était la question que posait l'Académie à un certain nombre de philosophes? C'était de savoir quelle était l'origine de l'inégalité parmi les hommes. Car comment connaître la source de l'inégalité parmi les hommes si l'on ne commence par les connaître eux-mêmes? Et comment l'homme viendra-t-il à bout de se voir tel que l'a formé la nature à travers tous les changements que la succession des temps et des choses a dû produire dans sa constitution originelle, et de démêler ce qu'il tient de son propre fond d'avec ce que les circonstances et ses progrès ont ajouté ou changé à son état primitif? Semblable à la statue de Glaucus, que le temps, la mer et les orages avaient tellement défiguré qu'elle ressemblait moins à un dieu qu'à une bête féroce, l'âme humaine altérée au sein de la société par mille causes sans cesse renaissantes, par l'acquisition d'une multitude de connaissances et d'erreurs, par les changements arrivés à la constitution des corps et par le choc continuel des passions, a, pour ainsi dire, changé d'apparence, au point d'être presque méconnaissable, et l'on n'y retrouve plus, au lieu d'un être agissant toujours par des principes certains et invariables, au lieu de cette céleste et majestueuse simplicité dont son auteur l'avait empreinte, que le difforme contraste de la passion qui croit raisonner et de l'entendement en délire. Ce qu'il y a de plus cruel encore, c'est que tous les progrès de l'espèce humaine l'éloignant sans cesse de son état primitif, plus nous accumulons de nouvelles connaissances et plus nous nous ôtons les moyens d'acquérir la plus importante de toutes, et que c'est, en un sens, à force d'étudier l'homme, que nous nous sommes mis hors d'état de le connaître. Il est aisé de voir que c'est dans ces changements successifs de la constitution humaine qu'il faut chercher la première origine des différences qui distinguent les hommes, lesquels d'un commun aveu sont naturellement aussi égaux entre eux que l'étaient les animaux de chaque espèce, avant que diverses causes physiques eussent introduit dans quelques-unes les variétés que nous y remarquons. En effet, il n'est pas concevable que ces premiers changements, par quelque moyen qu'ils soient arrivés, aient altéré tout à la fois et de la même manière tous les individus de l'espèce. Mais les uns s'étant perfectionnés ou détériorés, et ayant acquis diverses qualités bonnes ou mauvaises, qui n'étaient point inhérentes à leur nature, les autres restèrent plus longtemps dans leur état originel, et telle fut parmi les hommes la première source de l'inégalité, qu'il est plus aisé de démontrer ainsi en général que d'en assigner avec précision les véritables causes. Alors, beaucoup de choses à dire sur ce texte. Que dit Rousseau dans ce texte? Donc je vais le commenter de manière linéaire. Nathan, j'aimerais bien que vous ne mettiez pas votre pied sur mes mêmes. On n'est pas chez Mémé. Alors, chez Mémé. Il est dur de la feuille, Jonathan. Alors, que nous dit Rousseau? Rousseau nous expose un problème qui est celui de la connaissance de soi. L'une des devises de Socrate était l'inscription qui se trouvait dans le temple ou sur une des colonnes du temple de Delphes. Delphes est une cité sacrée dans la Grèce antique, et sur ce temple était inscrit Gnoti Seauton,
Gnothi, Seuton, qui signifie connais-toi toi-même. Connais-toi toi-même. Et Socrate va être obsédé, fasciné par cette devise, cet impératif. Il va faire en fait de sa philosophie une sorte de déploiement de cette devise. Que signifie cette phrase? Pour un grec, pour Socrate en particulier, connais-toi toi-même, cela veut dire connais tes passions, connais tes vices, connais tes défauts, et alors tu sauras te maîtriser. Connais-toi toi-même, cela veut dire connais-toi pour te maîtriser toi-même, okay, pour être maître de toi-même, et donc pour être libre. Pour Rousseau, connais-toi toi-même, cela veut dire fais une science de toi-même, fonde une science de l'humanité, cherche à étudier la nature humaine comme Newton a étudié la nature tout court. Rousseau va être euh, fasciné et très influencé par Newton. En fait, depuis le XVIIe siècle, tout le monde est fasciné par Newton. Newton est probablement l'auteur le plus influent de la modernité. On a l'impression que Newton a découvert les clés du fonctionnement de l'univers avec la loi de la gravité universelle. L'ambition de Rousseau, d'une certaine manière, c'est de découvrir les lois qui permettent d'expliquer le comportement humain. C'était déjà l'ambition de Hobbes, un siècle plus tôt, un siècle auparavant. Mais ce qui est intéressant, c'est que Rousseau va avoir une posture étonnante. On pourrait dire anti-intellectuelle. La plus utile et la moins avancée de toutes les connaissances humaines me paraît être celle de l'homme, et j'ose dire que la seule inscription du temple de Delphes contenait un précepte plus important et plus difficile que tous les gros livres des moralistes. Qu'est-ce que cela veut dire? Pour Rousseau, on a beaucoup écrit sur l'être humain, et ça n'a pas fait avancer d'un pouce la science de l'homme. La question, c'est pourquoi? Pourquoi plus on écrit sur l'être humain, plus on accumule de connaissances sur l'être humain, et plus la connaissance de l'être humain recule au lieu d'avancer. Autrement dit, pourquoi, selon Rousseau, la science de l'homme suit le chemin inverse de toutes les autres sciences? Toutes les autres sciences progressent, la science de l'homme régresse. La question que doit résoudre Rousseau, c'est celle de l'origine des inégalités sociales. D'où proviennent les inégalités entre les hommes? Autrement dit, la question qu'on pose à Rousseau, c'est celle de l'origine. Mais nous dit Rousseau, pour comprendre l'origine des inégalités, il faut se poser la question de la nature, c'est-à-dire de l'origine de l'être humain, de la nature de l'être humain, c'est-à-dire de son origine. Pour savoir d'où viennent les inégalités entre les hommes, il faut se demander d'où viennent les hommes. Quelle est leur nature? Qu'était l'humanité dans son état originel?
Or, nous dit Rousseau, l'humanité est tellement éloignée de son origine qu'il est devenu impossible d'analyser, c'est-à-dire de distinguer ce qu'il y a de naturel et ce qu'il y a de culturel chez l'être humain. Ce qu'il y a de naturel et ce qu'il y a de culturel chez l'être humain. Rousseau va comparer euh, l'homme à Glaucus. Glaucus. Glaucus, c'est un dieu marin mineur dans la mythologie grecque qui avait, comme tous les dieux, euh, une libido surdéveloppée, qui était très lubrique, donc qui courait après les nymphes dès qu'il avait un petit peu de temps, sauf qu'il va courir après une nymphe qui est l'amante de Poséidon, et Poséidon, pour punir Glaucus, va transformer Glaucus en rocher, mais comme c'est une divinité marine, bah, qu'arrive-t-il à un rocher qui est constamment soumis au fracas des vagues, au lichen, au corail, etc., etc. Bah, au bout d'un moment, ce corps minéral ne ressemble plus à rien. Il devient monstrueux parce qu'il il y a du corail qui va se greffer sur la surface de cette statue. Les vagues vont éroder ses traits. Au bout d'un moment, on devine chez Glaucus une forme humaine, mais on a du mal encore à la voir. On n'arrive plus à l'identifier, à la distinguer véritablement. Et c'est exactement ce qui se passe pour l'être humain, dit Rousseau. On a tellement, on s'est tellement modifié depuis l'origine de notre espèce qu'il nous est devenu impossible de nous représenter tels que nous étions originellement. Originellement. Alors, il y a une référence qui est implicite, il y a une référence à un texte, à plusieurs textes de Newton, mais à un texte en particulier qui s'appelle Le système du monde de Newton, dans lequel Newton cherche à expliquer pourquoi les planètes sont sphériques, pourquoi les planètes ont une forme sphérique. Et il va l'expliquer par quoi, à votre avis? Pourquoi les planètes sont-elles sphériques? Merci, Nathan. Mais oui, parce que Dieu les a créés comme ça, non? Non, c'est pas pour ça. Pourquoi? Vous êtes jamais posé la question? Bah non, c'est pas comme ça. Mais c'est chaud quand même. Vous êtes en terminale, vous êtes jamais posé la question. Oui, non, oui, la gravité. Autrement dit, il y a un noyau très très massif. Il y a un noyau très très massif et tout ce qui va, toute la matière qui va s'agglomérer autour du. Non, vous avez dit c'est pour pouvoir faire le tour.
Oui, mais c'est à cause de la gravité en fait. Ok. C'est précisément par la gravitation que Newton explique un phénomène extraordinairement complexe et à vrai dire totalement inexplicable pour Aristote. Et d'ailleurs, euh, la question est de savoir si Aristote pensait véritablement que la Terre était sphérique. C'est pas certain. En tout cas, Ptolémée le pensait et il aurait eu beaucoup de mal à l'expliquer. Euh, Comment se forment les planètes? Et donc, par la loi de la gravité, Newton parvient à expliquer la géométrie, on pourrait dire, de la formation des planètes. Et c'est super simple. C'est-à-dire que à partir d'une seule loi, à partir d'une seule loi, Newton est capable d'expliquer euh, le caractère sphérique de toutes les planètes, non seulement du système solaire, mais qu'on pourra également observer à l'extérieur du système solaire, qu'elles soient gazeuses ou solides. Ok. Euh, Rousseau nous dit, mais le problème, c'est que l'être humain, contrairement aux planètes, l'être humain, contrairement aux planètes, il n'est pas rond, il n'est pas simple, il est biscornu, il est tordu, il est divers. Il n'y a pas un être humain qui ressemble exactement à un autre, alors que, au fond, toutes les planètes se ressemblent. Il y a une complexité dans la formation de ce que c'est que l'être humain en tant qu'espèce, en tant que société, en tant qu'individu, qui fait qu'il va être extraordinairement compliqué d'expliquer non seulement quelle est l'origine de l'espèce humaine, mais d'expliquer aussi comment et pourquoi nous sommes devenus ce que nous sommes devenus. Et là, on arrive au fond du problème de l'anthropologie, tel qu'il va se poser à Rousseau. Rousseau nous dit, il faut qu'on découvre, pour découvrir l'origine des inégalités, il faut qu'on soit capable de découvrir ce qu'était l'être humain à l'origine. Okay. Or, quel est le mouvement naturel de la science? Le mouvement naturel de la science, c'est le progrès. Pour euh, découvrir de nouvelles vérités, pour découvrir de nouveaux faits, pour découvrir de nouvelles lois, la science progresse. Or, qu'est-ce que c'est que le progrès? Exactement, c'est-à-dire s'éloigner progressivement d'une origine. Le progrès nous éloigne de l'origine que nous voulons connaître. Et donc, plus nos connaissances progressent, plus nos facultés progressent, plus nous nous éloignons de notre origine et moins nous pouvons la connaître. Donc en fait, le progrès de la science empêche le progrès d'une science, la science de l'homme. Plus la science progresse de manière générale, et moins la science de l'homme devient possible, parce qu'à force de nous perfectionner, nous nous éloignons de notre origine. Et nous ne pouvons plus la connaître. Ibrahim? Oui, mais ce que dit... là, Rousseau parle déjà de l'espèce. Il parle de l'espèce. Il dit, en fait, que euh, l'histoire, il ne parle pas encore d'évolution, mais tout simplement les siècles et les siècles et les siècles d'histoire, de culture, ont fait que nous sommes peut-être plus perfectionnés, plus intelligents,
plus sensibles que nous ne l'étions avant. Et du coup, on ne peut même plus se représenter, on ne peut même plus se représenter ce que ça faisait de ne pas être ça. On a, la culture nous a dotés d'instruments absolument prodigieux, d'une raison, d'une sensibilité, d'un langage, mais on ne sait plus du coup ce que c'était que de ne pas avoir tout ça, parce que maintenant, notre nature a été tellement modifiée qu'on ne peut plus savoir ce qu'elle était à l'origine. Okay. Euh, non, ça serait trop compliqué. Mais en gros, si vous voulez, non, pour faire simple, prenez les photos d'enfance de vos grands-parents. Vous aurez le plus grand mal à les reconnaître. Imaginez ça à l'échelle de l'humanité. Essayons de se photographier, essayons de nous photographier il y a 100 000 ans, 200 000 ans. Non mais voilà, c'est déjà ça. On n'arrive pas à se représenter ce que ça pouvait être que d'être un homo habilis. Impossible. Impossible. Comment fonctionne, quelle était la psychologie de nos ancêtres avec un grand A il y a plusieurs dizaines de milliers d'années. Et donc c'est ça d'une certaine manière. Le problème du connais-toi toi-même, le problème du connais-toi toi-même, c'est que entre le toi et le même, il y a des dizaines de milliers d'années. Et qu'on ne pourra pas simplement par l'analyse revenir à ce soi par la réflexion. Toutes les facultés qui nous permettent de connaître sont des facultés acquises par la culture. Et donc elles ne sont pas naturelles. Comment nous permettraient-elles de connaître notre nature puisqu'elles ne sont pas naturelles? Alors, le génie de Rousseau va consister à faire exactement ce que Newton a fait en physique, en astronomie plus précisément. Rousseau va dire qu'on ne peut pas revenir par l'analyse, on ne peut pas revenir par l'analyse à l'origine de notre espèce. Le mieux qu'on puisse faire, c'est imaginer notre état primitif et ce faisant, pour ce faire plutôt, soustraire tout ce qui provient de la culture, éliminer tout ce qui provient de la culture, et alors on aura peut-être un portrait fidèle de ce que nous sommes naturellement. Et ça, c'est vraiment génial. La science, c'est l'addition des connaissances. Le progrès scientifique, c'est un progrès additionnel, additif plutôt. Et Rousseau nous dit, bah, pour progresser dans cette science, il ne faut pas additionner, il faut soustraire. Il faut dépouiller l'être humain de tout ce qu'il a pu acquérir, et alors nous pourrons imaginer ce qu'il était
naturellement, ce qu'il était à l'origine. Et donc tout le travail de Rousseau dans le second discours va être un travail de soustraction. C'est pour ça que c'est un bouquin relativement court, parce qu'il va s'agir justement d'enlever un certain nombre de choses, au lieu d'en rajouter. Donc, pour Rousseau, à l'origine, l'être humain n'est pas doué de raison, il n'est pas doué de langage, il n'est pas doué de sensibilité au sens sentimental du terme. Il ne vit pas en société. Tout ce que Rousseau va dire à propos de l'être humain va être négatif. Il va s'agir de soustraire. Et c'est tout l'intérêt de la démarche de Rousseau. Comme pour la physique ou la chimie moderne, Rousseau va inventer pour les sciences de l'homme un modèle. Un modèle. Et quel est ce modèle? C'est celui d'un individu indépendant, solitaire, qui va être mu par deux forces, et seulement deux forces, dit Rousseau, ce que Rousseau appelle l'amour de soi. L'amour de soi, ça correspond à ce que nous appellerions l'instinct de survie et le principe de plaisir. En gros, naturellement, pour Rousseau, l'être humain veut survivre et fuit la douleur. Et deuxième force, la pitié. Et qu'est-ce que c'est que la pitié chez Rousseau? Ce n'est pas l'empathie, c'est la répugnance à voir souffrir les autres. Et donc c'est un mouvement de recul face à la souffrance, ce qui le pousse encore plus à la solitude. On poursuit là-dessus vendredi.